C'est où en plus? Ouais. Alors, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie de Palabre autour des arts. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Kwaozeti, qui nous vient du Bénin et qui est un auteur prolixe, qui a écrit beaucoup de livres. Et ce soir, on va particulièrement aborder son dernier ouvrage, La traque de la musaraigne, que Cédric va vous présenter brièvement. Brièvement, parce que c'est un exercice assez difficile pour moi de résumer des polars, c'est un polar, sans en dire trop. Donc, moi, je l'écris comme un bon plat, en fait, avec quatre ingrédients. Donc, on a, premièrement, Stéphane Guirec, qui est un jeune breton qui a bourlingué un peu dans le monde entier, qui a une sorte d'exotisme et qui se retrouve, après avoir tourné un peu, qui se retrouve à Cotonou au Bénin, à la recherche de la viande fraîche et ainsi de suite. Il tombe sur une jeune demoiselle, Déborah Palmer, qui se balade avec un tigre en peluche, qui lui propose entre autres de l'épouser contre des dollars. Il y avait en fait un ravage blanc. Ensuite, on a Jesus Light, qui est un Ghanéen, pareil, un petit débrouillard, qui se bat un peu pour se trouver. Il était avant chauffeur d'un directeur de banque et le monsieur l'a surpris avec sa fille dans sa voiture. Il a été limogé et pour se venger, donc avec quelques camarades à lui, il font un braquage. Donc il braque la banque du monsieur. Sauf que ça se passe pas très bien. Certains sont arrêtés, certains sont fusillés. Lui prend une balle, mais il arrive à s'enfuir. Et un de ses camarades s'enfuit avec la cagnotte. Donc il se met à sa recherche. Et donc le dernier ingrédient, c'est le Bénin. Donc on est en plein dans Cotonou, on est à Porto Novo. On sent le Bénin, il y a des odeurs, on sent ses rues, on côtoie ces gens. C'est pour ça que je dis en fait ça c'est un délicieux plat de cuisine. Voilà. On se balade avec les émetteurs, donc les mototaxis. Tout ceci en fait dans un polar où après les gens vont se rencontrer avec les autres. Donc je ne pourrais pas en dire plus, sinon je risque un peu de trahir la trame du roman. Alors, bonsoir Florent, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors, nous, on a déjà chroniqué quelques-uns de vos ouvrages dans nos palabres, notamment le plus récent lorsqu'on avait reçu M. dans la salle, Les fantômes du Brésil, là où vous nous parlez des Abouya, notamment. Voilà, des afro-brésiliens. Et moi, j'aimerais vous parler de commencer par ça, parce que c'est un livre qui nous a beaucoup instruit justement sur l'histoire des Abouya et leur relation avec les anciens esclavagistes qui se trouvaient au Bénin. Et je me suis demandé, c'était important pour vous d'écrire sur ce sujet, ça n'a pas été, comment ça a été accueilli au Bénin ce livre? De manière un peu surprenante, mais j'avoue que par rapport aux autres textes que j'avais publiés, c'était la première fois que je parlais de moi-même, du côté de ma famille, de ma mère, parce que ma mère est afro-brésilienne, et tout le temps que je restais près d'elle, parce qu'elle n'est plus, elle nous avait, comment dirais-je, immergé dans la culture afro-brésilienne. Parce que les afro-brésiliens, c'est quand même une communauté avec des manières de faire, avec des fêtes, et puis une culture culinaire. Et donc chaque fois qu'elle nous y amenait, on était assez surpris de constater que c'est des gens qui sont arrivés avec une culture, disons, brésilienne, mais pas tout à fait brésilienne, parce que en s'installant dans les différentes villes qu'ils avaient identifiées comme étant leur ville d'origine, ces gens-là sont entrés en connexion avec les populations locales. Et donc, l'influence de cette culture locale a créé une autre, disons, un autre substrat sur la culture afro-brésilienne, ce qui fait que parfois, vous voyez quelque chose qui ressemble vaguement à la culture afro-brésilienne. Des fois, il y a un melting pot, ce qui fait que parfois on est très très surpris de constater que oui, cette culture-là, elle est, disons, assez étrange et finalement rappelle de manière un peu lointaine ce qui se faisait
à Salvador de Bahia, parce que Salvador de Bahia, c'est la grande ville noire brésilienne de l'époque. Donc, j'ai décidé d'en parler, parce que j'ai remarqué qu'il y a cette communauté qui, disons, se considère comme à part par rapport aux gens qui sont là, aux autochtones. Et un jour, j'ai fait un reportage, parce que j'étais journaliste, j'ai fait un reportage sur le plus grand négrier que l'Afrique ait connu, sur le golfe de Guinée. Alors, il s'appelle Francisco Tacha de Souza. Et j'étais surpris de la manière, parce qu'il avait une grande maison avec des gens à son service, et ça a été érigé en musée, et j'étais surpris par, disons, ce que disait le présentateur, qui me disait oui, il était négrier, mais il s'est repenti à la dernière minute, et puis il a adopté les mœurs locales en prenant une centaine d'épouses, etc. Et alors que l'histoire n'est pas comme ça. Parce qu'à un moment donné, il a été contraint d'abandonner le commerce négrier et il s'est bâti une nouvelle identité en disant qu'il était le vice-roi du Mida. Parce qu'à un moment donné, on lui a concédé justement l'exploitation du port qu'il avait créé là, que les Portugais avaient créé là, mais dont il avait la charge. Et donc, il se considérait presque comme étant légal le roi de Dahomey. Donc, j'avais envie d'en connaître davantage sur cette communauté, donc j'ai décidé d'écrire cette histoire. Alors, c'est vrai que j'ai voulu opposer les deux communautés, la communauté afro-brésilienne et la communauté de Vida, parce que de part et d'autre, il m'a semblé que c'était très difficile pour eux d'échanger. Moi, la meilleure manière de mettre en exergue cette différence-là, c'était de créer une histoire d'amour entre deux enfants appartenant à deux communautés. Voilà. Donc c'est pour ça. Alors, il y a une chose qui m'a également intéressé, c'est, disons, le regard de ces Agoudas. Moi, étant issu à moitié des Agoudas, ce qu'ils m'ont dit comme retour, c'est vraiment essentiel. Ils m'ont dit, oui, tu as dit la vérité. Nous étions comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette différence que nous faisons. Parce qu'on a appris à coexister avec ces gens-là. Donc on a appris à dépasser nos rancœurs, parce que ces gens-là avaient des rancœurs. Et aujourd'hui, un Afro-Brésilien peut épouser un Béninois de souche. Alors, vous quittez ce décor-là où vous rentrez dans l'histoire d'abord de votre pays et en votre propre histoire, finalement, et vous nous emmenez dans un moment comme ça. La traque de la Nazareth. Pourquoi ce choix? Si vous faites plus attention, les autres romans que vous avez publiés auparavant, que ce soit Notre Enfant de chaque nuit, que ce soit Le Cantique des Cannibales, que ce soit Charlie en guerre, c'est la cour. Si la cour du Mouton et ça, c'est pas pour de l'aider, non, c'est mon premier polar. C'était vraiment un polar. C'est un vrai polar. C'est vraiment dans la tradition polar. Il y avait, disons, dans ces tests-là, une construction un peu policière. Il aurait suffi de changer les personnages pour que ça devienne véritablement un polar. Donc souvent, dans les critiques qui sont élaborées sur mes tests, on parle très souvent d'une atmosphère polar. Et souvent, j'étais un peu gêné par ça. Et je me suis dit, mais oui, pourquoi ne pas y aller dans l'approche même, le fonctionnement de véritable polar. Donc c'est pour ça que j'ai écrit le premier, c'est la cour de ça. Mais le deuxième, bon, il est étiqueté polar, mais en réalité c'est un roman noir. Parce qu'à l'intérieur du polar, il y a des sous-genres, que ce soit le roman d'espionnage, le roman d'aventure, etc. Et donc je considère ça comme un roman noir, tout simplement. Est-ce que c'est pas un prétexte, de toute façon, le fait que ce soit un polar pour
dire des choses. Enfin, est-ce que ça pourrait être dit autrement dans un roman policier? Et est-ce que ça pourrait être lu autrement dans un roman policier, notamment au Bénin? Oh non, je crois que ce serait maître polar, je crois que c'est pour attirer un peu le lecteur. Oui. Parce que le lecteur, il a besoin de, comment dirais-je, de distraction. Et parce que le polar se révèle souvent comme un roman énigme. Et donc, il y a un problème à résoudre. Et donc, on pose le problème et le lecteur, il fait tout. Il attend des réponses, mais lui-même, il fait une recherche par rapport à la réponse qu'il faut apporter à l'énigme. Et c'est, paraît-il, ludique. Et donc, lorsque on met polar là-dessus, ça permet justement d'attirer les lecteurs qui sont intéressés par le polar. Sinon, je ne crois pas fondamentalement que si j'écrivais un roman traditionnel, ça changerait quelque chose. C'est vraiment construit, c'est incroyable, dans tous les chapitres, il se passe quelque chose, c'est vraiment, c'est presque cinématographique comme écriture. Oui, j'ai voulu que l'écriture soit extrêmement visuelle. C'est carrément visuel, on y est, quoi. Oui, et puis j'ai été influencé également par un cinéaste que j'aime beaucoup, c'est Quentin Tarantino, le réalisateur américain. Et au départ, les personnages n'ont rien à voir avec les uns et les autres. C'est-à-dire que quand je campe au départ un personnage, eh bien, il est vraiment avec lui-même, avec son entourage immédiat, il est complètement isolé, il n'a rien à voir avec l'autre personnage dont je parle, et puis chacun fait son chemin, et à la fin se retrouve, et c'est là que ça explose. Oui. Voilà. Et au-delà de l'histoire, ce qui est quand même incroyable dans ce livre pour les autres, c'est la description des personnages et la langue qui est utilisée pour décrire et l'action et le Bénin, enfin les villes, les paysages et les personnages. Moi je trouve ça extraordinaire, cette langue. Je pense qu'on peut lire une page de ces livres, on reconnaît c'est une nouvelle écriture, l'écriture, je ne sais pas, l'écriture Florent Polosetti, je ne sais pas comment l'appeler. Est-ce que... Alors moi j'avais une autre question par rapport à ça, donc c'est justement cette écriture écorche quand même les gens, il y a beaucoup d'ironie, tout le monde en prend pour son grade. Est-ce que, alors moi ça me fait rire, moi j'ai vraiment ri en lisant, mais est-ce que les Béninois rient de la même façon de leur portrait? Est-ce que le commissaire de Cotonou lit et rigole en lisant le portrait qui est fait d'un commissaire de police? C'est jubilatoire. Je ne crois pas qu'il puisse être content de ce que je dis. Parce que, en fait, quand on fait de la création, il faut le faire avec sa propre sensibilité. Et cette sensibilité-là, elle est faite de quoi? Elle est faite de son parcours. Moi, je voulais parler tout à l'heure du cinéma, j'ai beaucoup aimé surtout les films américains. J'ai beaucoup lu Jesse Hales, qui est un écrivain américain. Et il y a, comment dire, j'ai été journaliste, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais spécialisé dans l'humour. Parce qu'on avait un journal qui s'appelait le Canard du Golfe. Et il fallait, c'était vraiment des exercices qu'on faisait, il fallait faire en sorte que dans un petit reportage sur 2 colonnes, il puisse y avoir du rire au moins sur 2 ou 3 phases de reportage qu'on fait. Et donc ça m'a véritablement marqué. Et lorsqu'on met tout ensemble, et le fait de se dire que la littérature, c'est un espace de créativité et c'est un espace aussi d'émotion. Il faut essayer non seulement de mettre les gens à l'aise, mais de leur apporter une histoire qui leur plaise et qui leur apporte beaucoup d'émotion. Donc, mettant tout cela ensemble, et bien, ça donne ça. Et puis, il faut surtout rappeler que je suis un amoureux de l'écriture de roman.
m'a vraiment marqué et il m'a montré qu'à partir, disons, de la culture africaine, on peut apporter quelque chose à, disons, à la langue française. On peut la subvertir. Oui, ça. Un proverbe qui annonce le chapitre à chaque fois, comme par exemple les yeux rouges du bouc ne rendent pas le couteau aveugle et ainsi de suite. En fait, ces proverbes, je ne les ai pas recueillis dans un livre. Ce sont des textes, ce sont oui, enfin, ça relève de la sagesse populaire. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on rencontre ces proverbes-là dans la ville de Cotonou. C'est-à-dire qu'on voit des gens avec des affiches qui portent justement ces proverbes. Et les gens les vendent. Et par exemple, ce roman, si la peau vous le est sale, ce n'est pas au port de le dire, je l'ai vu un jour dans la rue avec quelqu'un qui est en train de les vendre. Il en avait au moins une vingtaine. Et j'ai beaucoup aimé parce que le jour même, à l'Assemblée nationale, les députés étaient en train de vouloir voter une loi et ça a tourné, et les gens ont commencé à se sauter, et puis il y a un député qui a l'habitude de traîner les casseroles et qui utilise ce proverbe-là. J'ai trouvé ça curieux. Et en fait, ces différents proverbes que je mets à l'entrée de chaque chapitre, vous ne trouverez jamais leur justification dans le Oui, tout à fait. Oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès. On peut chercher, effectivement. Voilà, c'est fait exprès puisque c'est un roman, un polar, et que je m'amuse avec les lecteurs. Eh bien, je les entraîne à découvrir à l'intérieur de tout l'ouvrage ce que chaque proverbe peut leur renvoyer en tant que signification. Et je les invite à découvrir ça dans notre Ce que j'ai mis en plus dans ce polar, c'est qu'il ne fait pas distraire. Il y a des questions d'actualité tout à l'heure. On traite de l'actualité. Tout à l'heure, je vous dis un ingrédient parmi ceux que j'ai cités tout à l'heure. Il y a un groupe d'islamistes qui vient du Nigeria et qui a pour but d'enlever des Occidentaux pour faire des otages. Ça me fait penser un peu beaucoup à Arabe. Oui, bien sûr. Effectivement, ce roman ne peut pas distraire, il informe aussi parce qu'on voit des islamistes qui, devant les gens, donc, vont faire la prière et, entre autres, après, quand ils sont tous au bord du whisky, on tape un peu sur ces gens-là. Voilà. Je trouve que c'était quand même assez osé, on ne peut pas tricoler, on nous informe sur un peu ce que l'actualité décrit au quotidien. Oui, parce que je dis, faire du polar, ça distrait, mais ça peut aborder des questions aussi graves. Et les aborder avec beaucoup de distance, et surtout en ligne, parce que c'est le niveau qui crée ce décalage et qui nous permet d'apprécier les choses en étant tout à fait lucide par rapport au déroulé des événements. Et c'est vrai que pendant par exemple 2 ou 3 mois, j'ai fait un peu le parcours. On le sent dans le texte. Je suis allé au Nigeria, vers la frontière du Nigeria, pour voir combien à peu près ça va me prendre le temps de traverser toutes ces zones-là et de venir au Bénin. Et j'ai indiqué les lieux, c'était vraiment... oui, vraiment, j'ai voulu que les gens à la fois imaginent ce qui peut se passer, mais qu'ils visualisent également les différents éléments qui ont été. Vous traduisez bien l'ambiance, mais justement, moi, en lisant votre livre, il y a des choses qui m'a un peu attiré ma curiosité. J'ai déjà pu voir dans les photos, c'est les deux seuls que j'ai vu. Vous parlez beaucoup de lycée, des lycées assez en dérision. Alors, et quand vous en parlez, vous ne faites pas qu'en parler, parce que vous insistez quand même sur l'aspect de la corruption. Et je me demandais, est-ce qu'il y avait c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ou c'est simplement parce que ça fait partie ah d'accord, ou c'est simplement parce que ça fait partie de l'environnement en fait. C'est quelque chose qui me tient du cœur, parce que je me dis que la police, qui est un corps qui doit s'occuper en principe de la sécurité des populations, est au contraire une institution qui ne respecte même pas sa parole, parce qu'il
font des serments lorsqu'ils entrent dans ce corps-là. Non seulement ils ne respectent pas leur parole, mais ils créent également l'insécurité en étant et corrompus, même en incitant les gens à être à leur accorder des faveurs auxquelles ils n'ont pas droit. Un jour, j'ai interrogé des amis, je me suis fait beaucoup d'amis dans le corps, et je me suis aperçu que effectivement, on les expose à la corruption. Puisqu'ils gagnent quoi? Ils gagnent rien. Et ils sont des patrons protégés. Ah oui, c'est pas tout. Oui. Donc, en même temps que je les dénonce, disons, je fais un peu d'œil aux instances qui se chargent de la sécurité pour leur dire, mais ces gens-là sont très fragiles. Si vous voulez un jour l'arrêt de la corruption, il faut vraiment les mettre à l'aise. Alors, j'ai aussi remarqué quelque chose, c'est que vous avez un choix assez particulier dans les prénoms de vos personnages, en tout cas dans les noms, par exemple l'identité de Jésus Light, ça fait un peu sourire. Oui, les gens pensent que... pourquoi il s'appelle. Oui, les gens pensent que Jésus Light, c'est la lumière de Jésus-Christ. Ah non, c'est tout à fait différent. Oui, c'est le Jésus allégé, quoi. Non, ça l'a arrangé. Bien dans les fantômes du Brésil, le commissaire s'appelle, je crois, Tonopoint. Et il y a un autre. Oui, Tonopoint, non Pligidi. Alors, c'est de l'enfant, hein. Non Pligidi, ça veut dire que quelque chose de grave est arrivé. Non Pligidi, quelque chose de grave est arrivé. Et en fait, ce qui lui arrive, c'est de vouloir piquer le trésor supposé de ce prisonnier, et finalement, il n'a rien. Et une autre question, au Bénin, ils sont lus, au Bénin, évidemment, mais le livre cher. Les livres circulent facilement, ils sont lus, parce que c'est quand même pour un lectorat. Ouais, ne le cachons pas. Sur place. Oui, le lectorat ici. Parce que ça coûte. Ça coûte le même prix qu'ici. Oui, on y ajoute les taxes, ça coûte plus cher. Ce livre-là se vend à 15 000 francs. C'est sûr et certain, je n'écris pas pour que tout le monde me lise. Les gens disent ça déjà. C'est-à-dire qu'il est certain que le fait que j'écrive de cette manière-là, parce que ça dérange un peu que j'écrive de cette manière-là. Parce que les gens veulent une littérature traditionnelle, une écriture traditionnelle. Mais lorsque ils voient cette écriture, ils se disent non, je n'écris pas pour eux. Et donc, ils préfèrent me laisser mes fantaisies littéraires. N'êtes pas danger, quoi. Danger, quelqu'un a dit que si vous voulez cacher quelque chose à un noir, il faut mettre un livre. On me connaît, c'est certain, comme écrivain, mais on ne sait pas exactement ce que j'écris. On peut me lire de temps en temps dans les journaux parce que je publie encore des chroniques qui sont très dures à l'endroit du harcèlement. C'est ça, les chroniques permettent de dire clair sur clair ce qui est à dire. Oui, ça c'est direct. Alors que la littérature, on peut prendre son temps. Oui, ils vont penser que c'est un roman policier. Ils vont même dire qu'est-ce que lui il écrit, qu'est-ce qu'il raconte. Un jour, j'ai été abordé par un policier parce que j'avais commis une infraction. Il s'approche et puis il me dit j'ai bien envie de vous coller. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser partir et vous allez réfléchir désormais sur le comportement des policiers. Parce que je ne sais pas s'il m'avait. Il a peut-être entendu parler. Oui, mais toujours est-il que ces gens-là pensent toujours que les écrivains sont des donneurs de leçons. Donc, une fois qu'il en a eu l'occasion, il ne va pas s'en priver. Et donc, bon, c'est gentil de sa part. Oui. Mais il y a des fois où ils me disent oui, est-ce que vous ne pouvez pas parler de telle question dans votre ouvrage? Je dis, mais c'est gentil, vous savez qu'on n'est pas quelque
peux parler à leur place. J'avais envie de vous poser une question aussi. Est-ce qu'il est arrivé qu'on fasse un parallèle de votre livre, Les fantômes du Brésil, avec par exemple Esclave Camille Allen, qui a également abordé dans son livre la question du Canada, qui parle plus clairement de Francisco Costa, notamment, et de son rapport par rapport justement à la traite sur le golfe Guinée. Il est arrivé qu'on fasse ce parallèle? Non. Peut-être les étudiants qui de temps en temps viennent me voir parce que j'ai des travaux universitaires à faire, cette comparaison avec le livre de Camille Allen, j'en ai entendu qu'une seule fois, mais toujours est-il que ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avec Camille Allen quand il était arrivé au Bénin présenté sur cette page-là. Et parce qu'il parle dans le roman d'une partie assez sensible de l'histoire du temps romain, parce que c'est ça le temps romain, et où il mettait en évidence le roi Ardandosan. Alors le roi Ardandosan, c'est un roi qui était considéré comme un peu subversif, parce qu'il n'a pas voulu autoriser la traite négrière. Et donc, pour ça, il va le payer non, pas de sa vie. En fait, dans le roman, il va le payer de sa vie, mais dans la réalité, on l'a restitué. Et il est effacé de l'histoire. Quelqu'un qui a régné pendant 19 ans, effacé du jour au lendemain de l'histoire, c'est quand même surprenant. Donc le fait qu'il ait, en quelque sorte, à travers la fiction, réhabilité ce roi, ça a attiré la foule de certains étudiants qui n'ont pas du tout aimé cette présentation. Parce que c'est demeuré un sujet tabou. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 mois, à l'université, les gens ont voulu faire un colloque sur le roi. Et on leur dit, mais écoutez, faites ça dans votre université, ne venez jamais ici à Abomey, parce que Abomey c'est la capitale, etc. Donc cela témoigne encore de l'omerta qui existe autour de cette histoire-là. En tout cas, nous, on est ravis de vous avoir. On va